l'expression génique. Et en fait, toutes ces régions intergéniques contribuent de façon considérablement à l'expression des gènes. D'accord? Donc, oui, la taille du génome a été croissante, le nombre de chromosomes a été croissant, c'est vrai, mais les parties non codantes qui ont fait en sorte que le génome a augmenté majoritairement, elles apportent énormément à la capacité de la diversification parce qu'elles apportent, par exemple pour les ARN, les petits ARN, c'est toute une modulation en fait, de l'expression génique qu'elles peuvent apporter et donc ça contribue effectivement à la diversification des formes de vie. Alors, comment, on a vu que le génome a augmenté de taille, mais comment il a augmenté de taille? Comment il s'est complexifié? Comment ça s'est passé? On doit en fait à ce monsieur, ça fait très longtemps, monsieur Ono, la première des hypothèses et la première démonstration de comment ça s'est passé durant l'évolution. En fait, lorsqu'on regarde un génome, et maintenant avec la séquence on le voit parfaitement bien, on voit en fait qu'il y a beaucoup de parties du génome qui sont des parties dupliquées. Donc en fait, l'augmentation de la taille du génome est beaucoup venue de duplication segmentaire, puisque vous avez à peu près 4000 paires de gènes qui sont dupliqués en dehors des grandes familles géniques. Vous avez seulement un tiers des gènes dans le génome humain dont on ne trouve pas les homologues dans les autres espèces. On suppose que ce sont des fusions de gènes, que ce sont des variations de gènes anciens qui ont disparu, mais qui sont restés dans certaines espèces. Vous avez un grand nombre d'isoenzymes venus justement de duplication. Vous avez beaucoup de familles de récepteurs. Donc en gros, lorsqu'on regarde notre génome, en fait, on voit que sa taille a augmenté par des duplications. Il y a eu des duplications segmentaires, et ces duplications ont été une astuce, en fait, que le génome a trouvé, entre guillemets, qui a été sélectionné pour la diversification. Pourquoi? Parce que, ça c'est le nombre de familles, vous verrez ça dans le cours, bref. Pour une raison très simple, si vous partez ici d'un gène et que vous dupliquez ce gène, le fait que vous le dupliquiez, soit sur le même chromosome ou sur un autre chromosome, ça vous offre plusieurs types, ça vous offre des différentes possibilités d'évolution. La première, c'est que, imaginez par exemple qu'il n'y a aucune modification. Vous l'avez dupliqué et il n'est pas modifié. Ceci peut être important parce que si vous avez une mutation dans ce gène, dans la mesure où il y a un autre, eh bien, il y a un effet de redondance et donc, de certaine façon, ça protège en fait l'organisme de mutation, premièrement. Bon, vous pouvez le perdre, très bien. Mais vous pouvez avoir des fonctions nouvelles qui apparaissent. Pourquoi? Si vous avez des mutations, des changements dans la séquence de ce gène, soit, bon, c'est pathologique pour la cellule, bon, pas de problème. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que vous conservez la fonction initiale et vous ajoutez une autre fonction. Donc, vous avez un organisme, mais le fait que vous ayez pu dupliquer des gènes permet, en fait, dans les séquences dupliquées, d'acquérir d'autres fonctions et donc de permettre la diversification, en fait, par la création d'autres espèces, etc. Donc, ce mécanisme de duplication est extrêmement important parce que vous auriez pu dire le génome augmente de taille essentiellement par l'ajout d'autres ADN qui n'a rien à voir. Non, pas du tout. Ce qui a été conservé, c'est ce mécanisme de duplication qui permet, parce que vous conservez une séquence, donc vous conservez une fonction qui s'est montrée importante dans le fonctionnement de la cellule, de l'organisme, vous pouvez introduire d'autres fonctions par le procédé de duplication. Donc soit il s'agit de nouvelles fonctions totales, puisque là, bon, vous êtes parti d'une séquence et elle a été très modifiée, soit il s'agit d'éléments de régulation différents qui va permettre d'ajouter une fonction à la fonction qui était là, pas trop la changer, mais ajouter une fonction à la fonction de ce gène. Donc, retenez vraiment, c'est important, que avoir donc la possibilité, les duplications segmentaires ont été un élément
majeurs, ont été un des moteurs majeurs de l'augmentation de la taille du génome et donc de la diversification parce qu'elles permettaient de garder une copie, on va dire, il y avait une copie de réserve qui permettait à la cellule de pouvoir fonctionner déjà de façon basale. Je vais passer là-dessus. Le deuxième et important mode d'augmentation de la taille du génome, en dehors donc des duplications segmentaires, a été des anomalies, entre guillemets, de la division cellulaire. C'est-à-dire que lorsqu'on compare, en fait, lorsqu'on compare le génome des invertébrés au génome des vertébrés, alors les invertébrés, c'est tous ceux qui sont arthropodes, par exemple, comme les cafards, comme les mouches, les moustiques, etc., etc. Lorsqu'on compare les deux génomes, il y a une différence de taille, entre guillemets, de 4 entre la taille des génomes. Et en fait, ce qui s'est passé, la différence vient qu'à un croisement, donc à un moment dans l'évolution, il y a eu une double amplification des génomes, de tout le génome de vertébrés pour arriver en fait à des vertébrés, des invertébrés pour arriver à des vertébrés. C'est-à-dire que dans les comparaisons de séquences de génomes d'invertébrés avec des génomes de vertébrés montrent que pour un gène A, eh bien, vous avez 4 copies qui se sont après un peu différenciées. Vous avez 4 copies entre des invertébrés et des vertébrés. Et la seule façon d'expliquer ça, et ça pour tout le génome, la seule façon d'expliquer ça, c'est d'imaginer en fait que lors de la division cellulaire, les cellules en fait ont multiplié en fait leurs chromosomes mais ne se sont pas divisées. Ça existe ce qu'on appelle un état de polyploïdie. Et on suppose qu'à certains moments, dans des conditions atmosphériques ou géologiques particulières, etc., ce type d'accident, entre guillemets, est arrivé et a pu générer des organismes qui ont multiplié par 4 leur nombre de chromosomes et leur ADN. Par exemple, voici ce que les comparaisons de séquences ont pu permettre, c'est qu'en fait, au niveau des cordées, les cordées, c'est notre embranchement, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont une corde dorsale lors du développement embryonnaire. Et bien, au niveau des cordées, vous avez, au niveau de cet embranchement des cordées, vous avez entre ces organismes et ceux-là, alors que ce sont tous des cordées, une différence dans justement le nombre de chromosomes qui peut être expliqué par cette double amplification de tout le génome. Et là, entre ces organismes qui sont tous des invertébrés, l'augmentation de taille du génome vient par des duplications locales de gènes, mais à partir de là, c'est des doubles amplifications du génome. Donc, en gros, ici, ce sont des remaniements de structure, c'est de la structure des chromosomes, des duplications, alors que là, ce n'est pas des remaniements de structure, c'est entre guillemets des anomalies de la division cellulaire. D'accord ? C'est important parce qu'on retrouve ça en pathologie humaine, anomalie de la division cellulaire qui va vous donner une trisomie 21, par exemple, ou anomalie de structure qui va vous donner des délétions, des translocations et des maladies mentales ou des malformations. Mais ici, ça génère carrément de la diversification. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont en cause ici que dans la pathologie chromosomique que l'on va étudier plus tard. Alors, avec tout ça, duplication, segmentaire, double amplification, envahissement des gènes par de la séquence non codante, etc. Est-ce que si on prend une molécule d'ADN d'un télomère à l'autre télomère, est-ce que on va dire l'organisation est identique ou est-ce qu'il y a une architecture particulière qui quelque part reflète toute cette évolution? Eh bien, en fait, il y a plusieurs types donc on va dire de techniques qui nous permettent de répondre à ça. Tout d'abord, il y a le karyotype avec l'hybridation in situ fluorescente. Le karyotype, voilà ce qu'il vous montre. Ça. C'est-à-dire que dans un karyotype, on est capable de reconnaître chaque paire chromosomique. Donc nous avons dans notre espèce 23 paires chromosomiques classées du 1
au 22. Ce sont les chromosomes, les gonosomes, chromosomes sexuels. Mais ce qui est important d'abord de voir, c'est que lorsqu'on dit classé, c'est que la taille est différente. Chaque chromosome a une taille particulière. Mais deuxièmement, regardez, vous avez la capacité de faire apparaître un enchaînement de bandes claires et de bandes sombres qui est spécifique de chaque paire chromosomique. Et lorsque l'on voit ça, on se dit que ça veut dire que la façon dont l'ADN est organisé sur le chromosome 1 est différente de la façon dont il est organisé sur le chromosome 3, et c'est différent de la façon dont il est organisé sur le chromosome 17. Et qu'est-ce qui est à la base de cette organisation? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la base de cette architecture particulière? Alors, en fait, des expériences de dénaturation et de renaturation de l'ADN nous donnent un certain nombre d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire, ces expériences? C'est-à-dire, on prend de l'ADN, on le sonique, on le casse en petits morceaux, on le chauffe, les deux brins d'ADN vont se séparer, vont se dénaturer, et puis on le laisse se renaturer, et on regarde la courbe de renaturation. Et voilà ce qu'on observe. Si vous prenez par exemple en pointillé ici, vous faites cette expérience avec de l'ADN d'un prokaryote, d'un virus ou d'une bactérie. Au départ, vous n'allez pas avoir de réassociation, et puis brutalement, vous allez avoir une réassociation de toutes les séquences immédiatement. Ça veut dire en fait que toutes les séquences réagissent de la même façon. Comme je vous ai dit, un ADN de prokaryote, il est formé, il n'y a pas d'introns, il n'y a pas de séquences répétées, il n'y a que des gènes. Donc toutes ces séquences sont équivalentes, elles vont se séparer, et le temps qu'elles vont trouver pour rejoindre en fait leur vis-à-vis, ça va être le même. Et donc brutalement, vous allez avoir en fait une réassociation rapide, d'où cette courbe. Si vous faites la même expérience avec de l'ADN de mammifères, ou de l'ADN donc d'eucaryotes, vous allez avoir une courbe très différente. Vous allez avoir très vite une réassociation de séquences, beaucoup plus vite que ce qui se passe chez les prokaryotes. Puis ensuite, vous allez avoir encore une autre petite courbe, et enfin, tardivement, vous allez avoir une dernière courbe. La seule façon d'expliquer cela, c'est de dire que ici, ça correspond à des séquences qui se réassocient rapidement, et donc, ça correspond à des séquences qui sont très répétées, qui se retrouvent très vite, qui sont en très grand nombre, qui se retrouvent très vite dans le génome. Ici, vous avez des séquences qui sont moyennement répétées, et ici, vous avez des séquences uniques, parce que vous imaginez que lorsqu'une séquence doit retrouver son vis-à-vis, ça prend un certain temps. Donc, de cette expérience, on a tiré que l'ADN était composé de séquences répétées, très répétées, qui se réassocient rapidement, de séquences moyennement répétées et de séquences uniques. Et donc, on a cherché à savoir, à étudier chacune donc, de ces séquences, à savoir comment elles se comportaient. En particulier, ces deux-là, les répétées et les moyennement répétées. À quoi ça correspondait? Lorsqu'on a pris les séquences qui se réassociaient rapidement, la première courbe, et on a cherché à les hybrider, on les a marquées, on a cherché à les hybrider sur des chromosomes, on a vu en fait qu'elles se mettaient au niveau des centromères. En fait, ces séquences répétées correspondent à l'ADN non codant, mais qui lui, donc, il n'est pas dispersé, il est localisé à des endroits des chromosomes. Il est localisé au niveau des régions péricentromériques. Et vous voyez ce chromosome ici, où c'est très noir, c'est le chromosome Y. Le chromosome Y est un chromosome qui est tout petit et qui, en fait, doit sa taille à des séquences qui sont non codantes, des séquences répétées. Bon. Si on s'intéresse maintenant à l'ADN qui est moyennement répété, c'est-à-dire qui va se réassocier plus tardivement, eh bien, en fait, cet ADN moyennement répété est composé de rétrotransposons. Les rétrotransposons sont des séquences donc, qui sont des séquences qui ont été traduites en ARN et qui se sont rétrotransposées à des taux importants dans le génome. Par exemple, les deux principales qu'on appelle les séquences line et les signs pour short, ou ALU,
eh bien, on en trouve, elle constitue 21% du génome pour les séquences line et 13% du génome pour les séquences ALU. Donc, vous voyez, donc, l'ensemble fait plus de 30%. C'est considérable. C'est-à-dire l'information que vous...